Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce 19-20. Dans les Alpes, nous reviendrons sur la guerre des gangs qui sévit à Grenoble. Au lendemain de la fusillade meurtrière qui a fait 2 morts dans le quartier Tesser de la ville, nous sommes allés à la rencontre des forces de l'ordre qui demandent des moyens plus importants pour remplir leur mission de sécurité. 30 ans après le drame nucléaire de Tchernobyl, les radiations persistent et stagnent toujours dans notre région. Les sols et les eaux affichent encore des taux de radiation élevés sur nos 3 départements. Faut-il s'en inquiéter? Nous verrons cela avec Roland Desbordes, président de la CRIRAD, en direct de Bastia en Corse, qui n'est pas épargné par les retombées radioactives, elles non plus. Et puis des robes d'occasion remises au goût du jour, c'est l'idée d'une jeune couturière d'Annecy en Haute-Savoie. Elle restaure des vieilles friperies pour leur donner une nouvelle jeunesse, y compris les robes de mariée. 2 grands titres au sommaire de l'édition nationale tout à l'heure à 19h30. 2 bonnes nouvelles sur le front de l'emploi. D'abord le chômage. Il affiche au mois de mars une baisse sans précédent depuis le début du quinquennat, moins 1,7%. C'est 60 000 demandeurs d'emploi en moins, une embellie qui profite aux jeunes. Et puis de l'emploi en perspective pour les salariés de la DCNS. La France a remporté l'appel d'offres lancé par l'Australie pour la construction de 12 sous-marins. Un contrat faramineux de 34 milliards d'euros avec des retombées économiques sur les sites de Cherbourg, Lorient, Brest et Nantes. Excusez-moi, y aurait-il une guerre des gangs à Grenoble? La question revient sur le devant de la scène. Après la nouvelle fusillade qui a eu lieu hier dans la capitale des Alpes, les règlements de compte ne sont pas nouveaux. Les forces de l'ordre sont à l'œuvre dans plusieurs quartiers sensibles, bien connus, mais elles réclament encore et toujours une augmentation des effectifs. Marion Feutry, Cédric Picot. Villeneuve, Tesser, Mistral. À Grenoble, plusieurs quartiers font partie des zones de sécurité prioritaires. Sur fond de trafic de stupéfiants, de contrôle de territoire, les règlements de compte se multiplient avec une violence considérable. Avant, un conflit pouvait se traiter autrement. Là, on tue. On tue. Je ne sais pas pour quel motif, les investigations le diront sur le règlement de compte d'hier, mais les mots disent ce qu'il en est. On est tout de suite dans le haut du spectre de la violence. Donc c'est un enchaînement permanent qui me fait craindre la répétition d'autres actes de même nature. Interpellation près de Grenoble. Les trafics de drogue à Grenoble, une vieille histoire, mais aujourd'hui terminée la mafia italo-grenobloise des années 70 ou la guerre des gangs de 2007. On assiste à l'émergence de groupes multiples et peu structurés, des micro-réseaux. On a des réseaux qui tiennent un point de deal, une montée d'escalier. Toutes les semaines, tous les mois, tous les ans, on en démantèle beaucoup, mais on a beaucoup de clients, et qui dit client dit vendeur. Donc la réponse ne sera pas que policière, elle appartient également aux bailleurs avec lesquels on travaille, aux municipalités, à la justice. Enfin, si la solution n'était que policière, ça se saurait, et elle aurait été faite depuis longtemps. En janvier dernier, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve annonçait un renfort des forces de l'ordre en Isère. 114 policiers et gendarmes supplémentaires. Insuffisant, selon le syndicat SGP Police. Là, on est clairement sous-calibré. On veut plus d'effectifs parce qu'en 20 ans, il faut savoir qu'on a perdu plus d'une centaine de policiers. Une centaine de policiers, ça vous en fait des patrouilles qui puissent assurer la sécurité dans toute l'agglomération grenobloise. Les premières recrues ont déjà rejoint certaines unités comme les BST, les brigades spécialisées de terrain. Objectif, tenir les quartiers sensibles, alors que certains redoutent une guerre des réseaux durable. Et je vous invite à vous rendre sur notre site alpes.france3.fr pour y découvrir cet article qui rassemble dans l'ordre chronologique les 7 homicides commis ces 10 derniers mois dans les quartiers sensibles de la capitale des Alpes. Le préfet de l'Isère, décidément sur tous les fronts de la sécurité, il a présenté ce matin l'opération Minerve à Saint-Étienne-de-Saint-Joire en Isère, un dispositif unique en France visant à améliorer la surveillance du territoire contre le terrorisme. Les militaires et les gendarmes patrouilleront désormais ensemble en milieu rural. Jordan Guéant, Didier Albrand. Les villes connaissaient Sentinelle, les campagnes ont désormais Minerve, des patrouilles de militaires et de gendarmes au cœur des villages. Un dispositif unique en France testé en Isère, une nécessité pour la préfecture. La menace est durable, incontestablement, on le voit. Et donc il faut adapter nos dispositifs permanents. C'est d'abord le renseignement aussi, tous les renforts qui ont été mis sur les services spécialisés de renseignement. Mais au-delà de ça, dans la couverture du territoire, on sait bien que la présence physique sur le terrain est aussi très dissuasive.
Patrouille, recherche de renseignements et au besoin intervention, la gendarmerie avait été temporairement mobilisée lors de l'attentat de Saint-Quentin-Fallavier. La voici désormais au cœur de la lutte antiterroriste. Logique, l'institution couvre 90% du territoire national. Il s'agit d'entraver la libre circulation à l'intérieur des flux globaux qui circulent sur notre territoire, de terroristes qui pourraient utiliser ces flux pour se mouvoir, constituer des appuis, des réseaux logistiques et tout simplement se déplacer entre un point A et un point B. Un travail mené de front avec les militaires, une façon de créer des synergies, de rationaliser. Déjà fortement mobilisés sur Sentinelle, les soldats utiliseront en effet leurs manœuvres en milieu rural pour s'entraîner en conditions réelles. Le coût de Sentinelle, il se paye en termes de préparation opérationnelle, c'est-à-dire dans notre langage d'entraînement. On essaye de faire d'une pierre deux coups. C'est-à-dire que notre entraînement produise de la sécurité avec les gendarmes. En Isère, les autorités attendent des résultats rapides de ce renforcement de la sécurité. Dans le département, plus d'une centaine d'individus font déjà l'objet d'une surveillance plus ou moins poussée. Sécurité toujours. Laurent Wauquiez fait machine arrière concernant les tourniquets et autres portiques qu'il voulait imposer à l'entrée du lycée de Moiran en Isère, un dispositif test que le président de la grande région souhaitait imposer dans 322 établissements de cette région. Au lendemain des attentats du 13 novembre, il n'en est plus question. Dorénavant, le lycée de Moiran s'est équipé comme prévu d'un portail à badge magnétique et de caméras de surveillance. Direction la Haute-Savoie, à présent avec un débat qui prend la forme d'un véritable bras de fer autour de la future agglomération d'Annecy. Celle-ci comptait 12 communes à l'origine, mais elle veut s'étendre bien au-delà et avant 2017, ce qui ne plaît pas forcément à toutes les communes, et notamment celle de Talloires. Maxence Regnault, Christian Mathieu. De quel côté ira Talloires-Montmain ? Vers Faverges, comme le souhaite la municipalité, ou vers Annecy, comme le veulent les représentants de l'État ? La réponse est venue d'un arrêté préfectoral pris le mois dernier. Contrairement au choix du maire, c'est bien à l'agglomération d'Annecy que sera rattaché le village dès janvier 2017. Une décision qui ne passe pas auprès des élus de Talloires-Montmain, qui vont même déposer dans les prochains jours un recours judiciaire. Si on a voulu aller ailleurs, c'est qu'on pensait qu'on avait mieux ailleurs. Hein. Il faut aussi être évident. Le préfet, il est dans son rôle, j'allais dire. Hein. Il a envie de faire une grande agglomération et il fait tout ce qu'il peut pour faire cette grande agglomération, même si de temps en temps, effectivement, il faut mettre un peu les forceps. Car l'enjeu est de taille, faire d'Annecy un centre économique encore plus important. Aujourd'hui, 12 communes sont rattachées à la préfecture haut-savoyarde, mais dans 8 mois, l'agglomération en comptera 31 supplémentaires. Alors y a-t-il un intérêt pour Talloires-Montmain à aller vers l'agglomération de Faverges, qui se tournera de toute façon, elle aussi, bientôt vers Annecy ? Le préfet ne fait qu'anticiper le coup suivant, puisque à terme, Faverges fait aussi partie du bassin de vie du lac. Donc la communauté de communes, on travaille déjà ensemble avec l'agglomération d'Annecy. Demain, ça sera une seule entité. Alors pourquoi aujourd'hui passer par la case Faverges avant de revenir dans quelques années à la case agglo ? Je pense que le préfet a pris la décision et je le soutiens, je l'ai soutenu dans cette démarche-là. La préfecture n'a pas souhaité répondre à nos questions. Seul le temps devrait donc calmer les remous sur les eaux du lac d'Annecy. Le deuxième titre de ce journal des Alpes à présent, 30 ans après l'accident de la centrale de Tchernobyl en Ukraine, que reste-t-il du taux de radioactivité dans les eaux et les sols ? Contrairement à ce qu'affirmaient les autorités à l'époque, le nuage ne s'est jamais arrêté aux frontières de la France et une grande partie du pays a été polluée par le nuage radioactif. Aujourd'hui encore, dans les Alpes, les taux relevés sont inquiétants. Marie Michelier. Un panache qui s'échappe et se propage vers l'ouest. Le 26 avril 1986, un nuage toxique véhiculant du césium-137 se répand, contaminant des régions entières. 30 ans après la catastrophe de Tchernobyl, les dépôts radioactifs ont laissé des traces encore trop visibles aujourd'hui, notamment dans les Alpes françaises. C'est ce que révèle une étude de l'ACRO, une association agréée de protection de l'environnement. Tous les échantillons de sol, examinés entre octobre 2014 et décembre 2015, plusieurs centaines en France et en Europe, sont toujours contaminés par la molécule radioactive. Le césium-137 n'est pas présent dans la nature. Son taux mesuré en becquerels par kilo devrait donc être à 0. Il peut cependant encore atteindre 38 700 becquerels par kilo dans le massif des Écrins, 26 500 dans le flanc nord du col du Galibier, jusqu'à 68 000 au col du Restefond dans les Alpes de Haute-Provence, plus de 200 000 dans le parc voisin du Mercantour. En plaine également, si les chiffres sont moins impressionnants, ils restent cependant inquiétants. L'ACRO a par exemple mesuré 70 becquerels par kilo en Isère.
Si les fruits et légumes semblent ne présenter aucune anomalie, une contamination importante est en revanche toujours retrouvée dans certains champignons. Les conséquences de Tchernobyl risquent de faire parler d'elle encore longtemps. La radioactivité du césium-137 ne diminue en effet que de moitié tous les 30 ans. Et en direct de nos studios de Bastia, nous recevons Roland Desbordes. Vous êtes avec nous, bonsoir. Alors vous êtes Bonsoir. le président de la CRIRAD, la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité. Cette CRIRAD qui est née finalement juste après l'incident de Tchernobyl, qu'est-ce qui a motivé la création de cet organisme ? Ah bien, ce sont des citoyens qui étaient tous motivés pour la même chose, savoir si les produits de notre environnement dans la Drôme étaient contaminés. Mais on n'était pas les seuls, tout le monde se posait ces questions-là, puisque selon les autorités, le nuage avait épargné la France, donc on n'avait absolument rien à craindre. Sauf que dans les pays voisins, on savait que c'était pas comme ça que ça se passait. Donc on voulait savoir. Et comme les autorités ne donnaient pas de chiffres, aucun chiffre, eh bien, il fallait avoir les moyens d'aller faire ces contrôles. C'est pour ça qu'on a décidé de monter un labo, comme on dit. Alors, on a commencé à chercher auprès des gens qui avaient des outils comme ça, comme le CEA à Grenoble, comme EDF, etc. Et comme eux ne voulaient pas donner des informations, eh bien, on a dit, on va le faire nous-mêmes. Donc vous êtes pris en main et vous avez fouillé. Aujourd'hui, on l'a vu dans le reportage, il reste encore des traces de radioactivité. Il y a quelques sites qui sont bien localisés, mais finalement, il y en a peut-être beaucoup plus sur des sites qui ne sont pas explorés. Alors, bien sûr, la montagne, en gros, là où on retrouve la radioactivité, ce ne sont pas vraiment des traces. Ce sont des taches, pour moi, c'est beaucoup des taches, mais des taches qui sont grandes, de plusieurs dizaines de mètres carrés, voire plusieurs, en plus encore. Et cela n'a pas été répertorié sur l'ensemble du massif alpin. Nous avons, dès les années 87-88, repéré ces zones-là. On y est retourné récemment pour revoir, effectivement, et on l'a retrouvée, la radioactivité. Elle n'a pas disparu. Et le choquant, c'est qu'on avait fait venir M. Kouchner dans le Mercantour en 99 pour lui faire voir la situation. Il l'a constaté et il a dit tout de suite, je vais faire quelque chose. M. Kouchner est parti au Kosovo et rien n'a été fait depuis. Donc la radioactivité, oui, elle diminue, mais elle diminue au rythme de la décroissance de la radioactivité, parce qu'on a des sols qui conservent bien cette radioactivité. Et évidemment, les produits qui sont cultivés, c'est pas tellement de la culture, mais qui sont cueillis dans ces régions-là, sont marqués aussi par cette radioactivité. Et aujourd'hui, Roland Desbordes, quand on vit auprès d'une centrale, il faut disposer de comprimés d'iode en cas de fuite radioactive. C'est le cas pour les riverains situés dans un périmètre de 10 km autour de Saint-Alban, sur les rives du Rhône. Ils sont invités depuis février à retirer gratuitement des comprimés d'iode en pharmacie pour renouveler ceux qui doivent tenir près chez eux. Reportage de Diamir Grousson et on vous retrouve juste après. Vous en gardez 3 et une que vous gardez chez vous. Oui. C'est pas un peu anxiogène, ça ? On espère n'avoir jamais à s'en servir, ça c'est évident. Mais bon, ça fait 30 ans maintenant que j'habite Pélussin, donc c'est un peu habituel. L'iode sert à protéger la thyroïde en cas d'irradiation. La campagne de renouvellement des comprimés a lieu tous les 5 ans, aux abords des 19 installations nucléaires de France. Cette pharmacie a distribué 2000 boîtes en 2 mois aux Pélussinois. Ils nous posent souvent la question qu'est-ce qu'il faut faire si on est allergique à l'iode ou si on a été opéré de la thyroïde. Et sinon, la troisième question, c'est pour leurs animaux domestiques, en fait. Cette distribution gratuite concerne tous ceux qui vivent à moins de 10 km de la centrale. À Pélussin, ces dômes de béton font partie du paysage depuis le début des années 80 et les riverains s'y sont faits. J'ai reçu l'enveloppe avec le document, mais je ne suis pas allé chercher. Moi, je travaille pour Médecins du Monde, donc j'étais à Fukushima. On sait très bien que si vous restez pas trop longtemps, il n'y a pas de problème. J'y pense pas trop, sincèrement. Non, ça m'angoisse pas plus que ça. Pour affiner la prévention, un exercice national de crise est prévu dans quelques mois dans et autour de cette installation nucléaire. Ça vous choque, Roland Desbordes, qu'on en soit là, obligé d'envisager de l'iode pour faire face à un risque de cancer ? Non, c'est une mesure de prévention qui est tout à fait intéressante, mais qui ne protège que
contre l'iode radioactif. Or, on sait que dans le cas d'accident nucléaire, il y aura des tas d'autres radioéléments, un. Et deux, que la mesure ne sera réellement mise en application, c'est-à-dire on dira aux gens de prendre des comprimés, que si le niveau d'iode présent dans l'environnement, selon les experts de l'État, sera très important. S'il y a un petit rejet d'iode, voire, enfin petit, important pour nous, mais et que les experts de l'État disent, ben non, il n'y en a pas assez, et par exemple pour Tchernobyl, ils continuent à dire, nos experts, qu'il n'y avait pas assez d'iode dans le nuage de Tchernobyl pour qu'on ait eu la justification de prendre des comprimés. Donc si il faut attendre des niveaux supérieurs à ce qu'on a eu à Tchernobyl pour qu'on mette en place cette mesure, c'est-à-dire on dit prenez les comprimés, je suis désolé, il y aura une vraie hécatombe de cancer de la thyroïde derrière et d'autres pathologies, hélas. Merci Roland Desbordes d'avoir été avec nous en direct de Bastia. Merci pour cette interview. Chaque année en France, plusieurs milliers de chiens sont utilisés comme cobayes par des laboratoires. Alors, que deviennent-ils après être passés entre les mains des scientifiques ? Eh bien, certains sont accueillis dans des refuges qui leur offrent une seconde vie. C'est le cas à Chaunal-à-Lamban, aux confins de l'Isère et de la Loire, où se sont rendus Sophie Pellerin et Dominique Bourget. Voici les protégés traditionnels du refuge de Gerbet, pour la plupart abandonnés par leur maître. Ces 4 jeunes beagles, à l'heure de la promenade, ont eux un parcours différent. Il y a 15 jours encore, leur monde se résumait à un laboratoire. De leur passé, on en saura à peine plus. C'est des chiens qui n'ont pas eu de protocole douloureux ou difficile. On ne sait pas ce qu'ils ont subi parce que les laboratoires tiennent à la confidentialité. On a quand même l'assurance qu'ils sont en bonne santé. Allez mes bébés, on y va. En France, plus de 9 chiens de laboratoire sur 10 finissent euthanasiés. Des rescapés des labos se refugent en recueil 2 à 3 fois par an. C'est bien vos bébés. C'est bien intervenu. Ces moments de complicité sont une nouveauté pour ces chiots. Depuis leur arrivée, ils apprennent qu'ils peuvent être aussi le meilleur ami de l'homme. Ils ont une relation à l'homme qui n'est pas une relation de partage, mais plutôt une relation de soumission, en fait, on va dire, par rapport aux personnes dans les laboratoires qui ne sont pas là pour leur faire des câlins et s'occuper d'eux comme un vrai chien dans une famille. Donc nous, quand ils arrivent ici, on a tout à leur apprendre, ce que c'est que l'amour de l'humain, ce que c'est vivre une vie de chien, une vraie vie de chien, avant qu'ils soient replacés dans d'autres familles. Avec leur histoire particulière, tous les chiens de laboratoire recueillis ici depuis 4 ans ont été rapidement adoptés. Pour Milky, Linux, Livio et Loki, nos 4 beagles, il y a même une liste d'attente. Le refuge se laisse un peu de temps pour choisir les foyers capables d'offrir à leurs protégés cette belle vie de chien. Un concours insolite maintenant. Hier, le musée de Grenoble accueillait les participants du concours international Ma thèse en 180 secondes. Un exercice de style ardu puisque ces doctorants devaient présenter leur thèse en seulement 3 minutes, un auditoire totalement novice en la matière. Et le gagnant représentera l'université Grenoble-Alpes lors de la finale nationale qui se déroulera à Bordeaux le 31 mai prochain. Deuxième volet de notre série sur les nouvelles tendances qui tournent autour de la petite reine, le vélo. Après le retour du pignon fixe hier, Nathalie Rapuc et Dominique Semet nous emmènent ce soir à Chambéry où des entrepreneurs ont remis le cycloporteur à 2 ou 3 roues au goût du jour. Le vélo, ce n'est pas seulement un loisir ou un mode de transport, mais c'est aussi un outil de travail. À Chambéry, de plus en plus de cyclos servent à la livraison interurbaine ou à la restauration dans les rues et sur les places de la cité savoyarde. François a une formation d'ingénieur environnemental. Après 4 mois passés dans un bureau d'études, il change de vie et lance son entreprise de livraison à vélo. Bonjour, je vais prendre la commande pour Biodîner, je peux la récupérer du coup ? Merci. L'indépendance, les rencontres donnent une saveur nouvelle à son quotidien. Ça représente une solution en fait, de travail qui allie le plaisir avec l'efficacité du coup, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont satisfaits de ces services et qui préfèrent en fait avoir recours à quelqu'un qui est de bonne humeur plutôt que peut-être un autre service qui serait moins efficace. Régulièrement, il livre les aliments à ce traiteur bio. Pascal a été la première cliente de Tonton Livraison il y a plusieurs années déjà. Bonjour. Pour faire 100 mètres, 200 mètres, je vais prendre ma voiture pour traîner. En fait, je transporte des grosses caisses comme ça avec tous mes buffets, mes plateaux repas.
Donc charger, décharger, ça c'était pas trop mon truc. Donc le fait de le faire à vélo, donc écologiquement, plus me soulever de cette charge de travail, c'est formidable. Approvisionnement, livraison et même ramassage des plateaux repas recyclables, direction le compost. Plus qu'une façon de travailler, c'est d'éthique qu'il s'agit. Quelques mètres plus loin, jus de fruits frais ou café. Arnaud a construit entièrement son triporteur en quelques mois, après avoir hésité entre voitures de collection ou camions. L'idée du vélo, c'est venu par la nécessité, entre guillemets, de pouvoir accéder à des points stratégiques, comme ici sur la place du Palais de Justice à Chambéry. Ça peut être possible qu'à vélo. En camion, tous les jours, à mon avis, la municipalité, elle m'aurait dit... Ils sont chaque année plus nombreux à créer leur commerce en cycloporteur. Une affaire qui roule, notamment pour François, qui réalise des bénéfices depuis 2 ans. Au fur et à mesure, là, on a créé un réseau très important avec des mairies notamment, des entreprises comme on a vu avec Biodîner. Et c'est des mairies qui offrent des contrats mensuels réguliers et qui sont tout à fait rentables. Bien intégré dans le paysage économique local, un collectif de cycloporteurs compte désormais une dizaine d'activités, entre livraison, restauration, animation musicale. Objectif, valoriser les initiatives utilisant des véhicules non motorisés. Et c'est peut-être aussi une nouvelle tendance, le recyclage des robes mariées d'occasion. À Annecy, une jeune couturière redonne vie à d'anciennes toilettes récupérées dans les friperies. De futurs mariés lui confient aussi la robe de leur mère ou de leur grand-mère pour la remettre le jour J. Reportage. Dans quelques mois, Victoria passera devant Monsieur le maire pour épouser l'homme de sa vie. Et pour ce jour si important, elle a déjà une robe. On dirait une vraie création d'aujourd'hui, dis donc. Cette robe est celle de sa grand-mère, portée pour son propre mariage, il y a plus d'un demi-siècle. Magnifique! C'est vrai que c'est une robe qui est chargée d'émotions, en fait, parce que le fait de pouvoir la remettre 52 ans après, qui a été portée par ma grand-mère, c'est quand même assez fort au niveau des sentiments. C'est vrai que même elle était assez émue, elle s'y attendait pas forcément, parce que c'est quand même pas commun, on va dire, des personnes qui vont remettre la robe déjà portée par la famille. Il n'y a quasiment rien à faire, c'est incroyable. Elle est vraiment belle, elle est vraiment dans l'air du temps. Remettre au goût du jour d'anciennes robes de mariée, c'est la spécialité d'Aurélie Vuillet. Voilà, coupé. Je vous laisse faire un pas en avant. Au-delà des robes de famille, elle récupère également d'anciennes toilettes chez Emmaüs ou sur Le Bon Coin. Celle-ci, j'ai simplement raccourci le bas. Elle était longue. Je l'ai emmenée au-dessus du genou et puis je lui ai enlevé des grosses manches bouffantes. De jeunes mariés lui laissent aussi des robes en dépôt-vente. Elles ne veulent pas qu'elles traînent dans un grenier ou à la cave. Elles trouvent ça dommage de laisser leur robe de mariée dans un placard. Ce qui séduit aussi les futurs mariés, ce sont les prix pratiqués. Quelques centaines d'euros, rarement plus. C'est quand même beaucoup moins cher. Et actuellement, le moins cher, c'est ce qui motive les gens. Et pour les budgets vraiment restreints, la jeune femme a tout compris. Elle propose même la location. Un reportage étoffé d'Ariane Comsavary et Christian Mathieu. Je vous rappelle enfin les 2 principaux titres développés dans ce journal des Alpes au lendemain de la fusillade meurtrière qui a fait 2 morts dans le quartier Tesser de la ville de Grenoble. Les forces de l'ordre demandent des moyens plus importants pour remplir leur mission de sécurité. Et puis, 30 ans après l'accident nucléaire de la centrale de Tchernobyl en Ukraine, les taux de radioactivité relevés dans les Alpes sont toujours inquiétants sur certains sites. Les eaux et les sols sont encore marqués pour de nombreuses années. À suivre, les prévisions météo, l'édition nationale. Je vous retrouve demain 19h et demain midi. Vous serez en compagnie de Pauline Allot.